Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de formes de side business. Tu peux avoir des side business à côté de ton travail, tu peux avoir des side business à côté de tes études, tu peux avoir des side business à côté d'un autre side business. Investi et associé minoritaire dans plusieurs business physiques, donc notamment une chaîne de café céramique qui s'appelle Céramique Café Geneviève. Et au début, c'est pas forcément un business, c'est-à-dire que ça va pas te rapporter forcément de l'argent. Il faut, je pense, penser au début en quel problème tu vas résoudre pour tes... c'est pas forcément des clients au début, c'est quel problème tu vas résoudre pour les gens. Souvent, le pivot dans la startup, il est un peu vital, c'est-à-dire que si tu fais pas ton pivot, bah, tu meurs parce que t'as plus de cash. Alors que dans un side business, ce qui est cool, c'est que tu peux prendre un peu plus ton temps généralement parce que c'est pas vital. Il faut absolument tester cette liberté de créer un produit ou un service, le mettre sur le marché et trouver un premier client, parce qu'une fois que tu as goûté à ça, c'est tellement grisant qu'en fait ça va te motiver à en faire d'autres, tu vois. Bonjour et bienvenue dans En sous-marin, le podcast qui plonge dans les side projects les plus inspirants. Aujourd'hui marque le début de la série Mentors at Work et j'ai le privilège de recevoir comme invité d'honneur Corentin Orzeni, fondateur d'Hypercapital et serial entrepreneur. Et donc je suis très heureux de pouvoir vous apporter cette interview. Donc ma première question pour toi Corentin, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton premier side project ? Oui, bien sûr, merci de l'invitation. Écoute, premier side project, je devais avoir une quinzaine d'années. J'étais au lycée et c'était en fait tout simplement un site de critique de jeux vidéo sur Mac. Donc c'était très niche, très particulier, mais ça n'existait pas à l'époque. Il y avait pas mal de trucs sur les jeux vidéo, PC, console, il n'y avait rien sur le Mac. Et moi j'ai créé ça avec des associés entre guillemets, puisque j'avais pas le droit à 15 ans de créer une société, donc c'était une association. Et j'ai créé ça avec des gens, notamment un Français qui habitait en Finlande et qui avait une quinzaine d'années de plus que moi. Et voilà, et on a tout fait, alors pas en visio, parce qu'à l'époque la visio ça n'existait pas, mais on faisait tout à distance avec des messageries sur Internet, et notamment pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui sont les plus vieux, ça s'appelait ICQ, c'était une messagerie avant MSN. Voilà. Ok, c'était un peu comme un Skyblog pour échanger à propos des jeux Mac. Ouais, carrément, c'était un peu... Alors, Skyblog n'existait pas, hein, là on est en 98-99, donc c'était en fait un site de contenu. Moi j'ai toujours aimé les magazines, la presse, les médias. D'ailleurs j'ai fait une bonne partie de ma carrière après là-dedans. Et donc c'était un premier projet autour finalement de ce que j'aimais, un peu de ma passion. En fait, je savais écrire et je jouais aux jeux vidéo et ça m'intéressait, donc je voulais partager un peu cette passion, voilà. Oui, parce que quand on s'est vu à l'événement Side Business Club, tu m'as dit que tu étais journaliste Ouais. à Sciences et Vie de la Terre. Ouais, Sciences et Vie Micro, ouais, Sciences et Vie Micro. En fait, effectivement, donc ça, premier set project à 15 ans, donc à côté du lycée. Et effectivement, après, j'ai fait un peu comme tout le monde, études. Et puis les parents et l'entourage, ils disent, bah voilà, faut que tu trouves un job. Bah voilà, tu trouves un job. Et mon premier job, c'était journaliste chez Sciences et Vie Micro. Donc c'était un magazine sur l'informatique, sur la high-tech, etc. Et c'était génial parce que j'étais basé à Paris, mais j'allais relativement souvent dans des pays étrangers, notamment la Californie. Et j'ai découvert un peu tout cet univers de start-up et tout ça. Et ça, j'ai adoré. Et effectivement, j'ai fait une partie de ma carrière comme journaliste, comme rédacteur, mais toujours avec le fil rouge un peu de l'innovation de la tech. Très bien. Et dorénavant, tu nourris un nouveau side project qui s'appelle Hypercapital. Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment un side project parce que ça m'occupe une bonne partie de mon temps. Mais en fait, moi, je suis un peu adepte aujourd'hui des multi-side projects, c'est-à-dire d'avoir, tu vois, on parle des slashers ou des multi-activités ou des poly-entrepreneurs, enfin on peut les appeler comme on veut. Et moi je suis convaincu en fait que tu peux arriver à être hyper efficient et avoir 2, 3, 4, 5, 10 business en parallèle sur lesquels tu vas passer seulement quelques heures par semaine ou une demi-journée ou une journée par semaine. Et finalement, avec la fameuse loi de Pareto, tu vas en fait dépenser 20% d'énergie pour avoir 80% de résultats et tu vas le faire sur non pas un seul business, mais plusieurs business. Et ce qui, au final, va pas faire 100, mais va faire 1000, tu vois, si on additionne tous les business. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a la place comme ça pour faire du poly-entrepreneuriat. D'ailleurs, en management du temps, comment ça se passe du coup pour toi une journée ? Ouais, c'est vraiment un peu la question cruciale parce que on n'a jamais assez de temps. On est tous pareils, on a tous 24 heures seulement dans une journée et on n'a pas assez de temps pour faire tous les projets qu'on voudrait faire.
Moi, je pense qu'il faut être hyper efficient. Il faut surtout pas. En fait, il faut vraiment se focaliser sur sa zone de génie, là où on est très bon et là où ça ne nous demande pas forcément d'énergie. Et oui, là où on est bon rapidement pour faire des choses facilement, avec énergie. Et même des choses qui te remplissent d'énergie toi-même, tu vois. Et les choses où t'es pas bon, où tu sais que t'es pas le meilleur, etc., bah, tu les sous-traites à des gens qui sont bien meilleurs que toi. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de faire. Ça, c'est la première manière que j'ai fait ces 15 dernières années. Et la deuxième manière, évidemment, bah, c'est d'utiliser le plus possible les automatisations et l'IA. Parce que maintenant, avec l'IA, bah, tu peux en fait gagner beaucoup de temps sur les tâches répétitives et qui t'intéressent moins. Oui, en fait, je donnais cet exemple d'une maman qui a un enfant et qui veut démarrer son side business, mais elle me dit j'ai pas le temps en fait. Mais en fait, il faut lui dire si toi t'es forte à mettre en lumière un produit ou quelque chose, une innovation, concentre-toi là-dessus. Ouais. Et puis après, en fait, tu vas pouvoir avancer et continuer. C'est bien ça? Ouais, complètement, c'est exactement ça. Mais en plus de ça, tu vois, moi, j'ai des enfants. J'ai eu des enfants en bas âge. Maintenant, ils sont grands, ils sont ados. Mais et quand ils étaient tout petits, bah, en fait, j'avais des business, j'avais des multi-business. J'étais aussi en apprentissage. J'étais à l'école, j'étudiais. Donc, en fait, on trouve toujours un peu de temps. On trouve toujours une demi-heure, une heure dans sa journée pour avancer sur son projet. Donc, il faut remplacer la télé le soir par son projet ou Instagram, le scroll infini sur Insta ou TikTok par son projet, ou etc. Enfin, tu vois, c'est pas vrai. C'est bien sûr que les enfants, ça prend du temps et tout ça, mais tu as toujours, quoi qu'il arrive, une heure dans ta journée de libre, ne serait-ce que quand ton enfant il fait la sieste ou quand il est couché le soir, pour reprendre ton exemple, tu vois. Je l'ai vécu, je le sais. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et est-ce que tu penses qu'un side project, ça a vocation à aller vers l'entrepreneuriat forcément ou en fait, ça peut être cette entité que tu as vraiment à côté de ton travail et juste que tu nourris de temps en temps? Ouais, c'est un bon point. Moi, je pense pas que ça doit forcément devenir ton full-time job, justement. C'est super aussi d'avoir des respirations un peu comme ça. Et à côté de son job, tu peux. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de formes de side business. Tu peux avoir des side business à côté de ton travail. Tu peux avoir des side business à côté de tes études. Tu peux avoir des side business à côté d'un autre side business. Et effectivement, dans side business, il y a business, mais ça peut ne pas être un business. Tu vois, moi, mon tout premier projet de critique de jeux vidéo sur Internet, honnêtement, c'était pas vraiment un business, ça rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'était juste un truc kiffant. Et je pense que déjà, le premier truc important, c'est qu'il faut kiffer. Si tu fais un side business, tu vas y passer du temps plutôt que de faire des loisirs. Donc forcément, il faut que tu kiffes, parce que si tu kiffes pas, tu vas pas la trouver cette heure-là à chaque jour, tu vois. Et, et oui, parmi le portfolio de side business que tu as, tu peux m'en citer quelques-uns et me présenter ce que c'est? Ouais, bien sûr. Écoute, je suis investi et associé minoritaire dans plusieurs business physiques, donc notamment une chaîne de café céramique qui s'appelle Céramique Café Geneviève. Donc on a six cafés céramiques à Paris et on en ouvre bientôt à Lille et dans d'autres villes. Je suis aussi associé très minoritaire aussi dans une chaîne de concept store qui s'appelle Siguar. Pareil, on a plusieurs points de vente en France et on commence à franchiser le concept. J'ai donc Hyper Capital où j'aide les gens à lever des fonds. Je suis aussi associé sur une boîte qui fait de la production de vidéos, notamment des vidéos pour YouTube. Tu vois, un peu dans le style de LOL qui ressort. Voilà, on n'a pas encore sorti notre première vidéo, mais ça ne saurait tarder. Enfin bref, voilà, j'ai comme ça tout un panel de choses sur lequel je prends du plaisir, je prends du temps. Et tu vois, ça peut évoluer aussi. Tu vois, à un certain moment, tu peux consacrer 80% de ton temps à un de ces side business, et puis demain, ça sera peut-être 20 ou 30. Mais je pense que c'est une erreur de se focaliser sur un seul, parce que c'est pas parce que ce business-là fonctionne bien pendant un an ou deux qu'il va fonctionner toute ta vie. Et donc, je pense qu'il faut pas mettre ses œufs tous dans le même panier, quoi. Ouais, je connais Café Geneviève et donc ça, ce concept, c'est toi qui l'as inventé ou c'était déjà en place Non, c'était en fait c'est mon associé Geneviève, donc qui l'a repéré dans différents pays, notamment le Canada et l'Allemagne, et qui a voulu l'importer en France. Et en fait, on s'est rencontrés avant qu'elle crée la boîte. Et moi, j'ai trouvé son profil génial, j'ai trouvé son idée géniale, j'ai trouvé plein de trucs géniaux. Et moi, j'avais déjà créé des boîtes avant elle. Et elle n'avait pas créé de boîte encore, c'était sa première boîte. Et donc, je lui ai proposé de s'associer, de prendre quelques parts minoritaires de sa boîte pour l'accompagner dans sa création, dans son lancement et dans le développement de sa boîte, sur toutes les questions stratégiques. Donc le deal, c'est que dès qu'elle a une question stratégique, un point, elle m'appelle et puis moi j'essaie de l'aider.
Et selon toi, c'est toujours un peu comme ça que ça va se passer pour créer un business. En fait, tu vas repérer une tendance, une opportunité et tu vas le lancer. Alors oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être très différent. Ça peut être aussi une passion que tu as, et que tu lances un produit ou un service autour de cette passion ou un événement et au début, c'est pas forcément un business. C'est-à-dire que ça va pas te rapporter forcément de l'argent. Il faut, je pense, penser au début en, quel, problème tu vas résoudre pour c'est pas forcément des clients au début, c'est quel problème tu vas résoudre pour les gens et qu'est-ce que toi, tu as envie, de trouver sur le marché comme offre et que tu ne trouves pas? Et est-ce que tu es déçu par les offres qui sont sur le marché? Si oui, bah, essaye de lancer celles que tu aimerais qu'ils soient sur le marché, tu vois? Et ça, je pense, c'est bien. Aussi, il faut être drivé aussi par le kiff, par le fun, parce que, tu vas, passer beaucoup d'heures là-dessus, tu vois? Donc, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux lancer un business et je pense que d'ailleurs, moi, ça a rarement été, la motivation première, ça a rarement été de faire un vrai business, de gagner beaucoup d'argent, que ce soit très rentable et cetera. Au début, en fait, j'ai surtout créé des business parce que le sujet m'intéressait et je me disais: «OK, on va voir, on va lancer, on va, essayer de fédérer des gens autour de ça et si ça marche, on trouvera des clients à qui vendre quelque chose à un moment», tu vois? Et c'est ça pour toi qui fait qu'un business fonctionne, c'est le fait que en fait, tu y vas un peu de manière, candide en disant: «Bah, je pense que ça peut apporter une vraie Ouais. solution». Bon, alors moi, c'est comme ça que je le vis. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs et ils raisonnent pas du tout comme ça. Ils raisonnent en: «On a vu une opportunité de marché, on y va à fond et voilà, on investit beaucoup d'argent dès le début» et cetera, tu vois? Moi, c'est pas trop ma philosophie. Ma philosophie, c'est plus de me dire, comment je peux m'éclater, sur un marché où je pense pouvoir apporter un peu de valeur, et être dans ma zone de génie, m'éclater et voilà et en chemin, je trouverai bien un business model. Mmh. Ouais, bah, parce que c'est une question qui revient assez souvent, enfin même moi, auprès des gens que j'accompagne, enfin c'est, comment est-ce que tu trouves une idée de cette business, viable? Et puis, bah, il y a un peu ce côté, bah, ouais, enfin, je vais pas leur dire, «Va faire une pizzeria», je vais pas leur dire, enfin, je vais leur dire, «Bah, peut-être essayer de commencer par un truc, qui te fait kiffer, ouais, Ouais. enfin et puis après vois si ça peut fonctionner». Un truc qui te fait kiffer, c'est la base, c'est vraiment important, et après, c'est, bah, tu parles de pizza, effectivement. Alors, est-ce que la personne, elle a le temps d'être sur place pendant la plupart du temps, oui ou non? Ou est-ce qu'elle a envie? La plupart du temps, c'est non. Soit elle a pas envie, soit elle a pas le temps, justement. Donc effectivement, je te rejoins. Il faut, plutôt en tout cas pour un side business, un premier side business, il faut plutôt un truc que tu peux faire le soir et le week-end, que tu peux faire, entre 2, que tu peux faire à distance. Voilà. Mais maintenant, c'est pas une règle immuable. Tu peux très bien avoir comme side business l'envie d'ouvrir une sandwicherie et ta sandwicherie, tu l'ouvres que le week-end. En tout cas, t'es dans la sandwicherie le week-end et tu as peut-être un employé la semaine. Et tu vois, voilà, ça peut être aussi possible, même si c'est moins souvent le cas. Oui, c'est comme, on avait vu, au Side Business Club, Extraterrace, et Extraterrace, voilà, il le fait pendant son temps libre, et à côté, je crois qu'il fait de l'architecture, donc c'est un peu complémentaire aussi. Et tu penses qu'il y a besoin de cette, complémentarité pour ton Non. side project? OK. Pas forcément du tout, ça peut être très bien, hein, d'avoir, une complémentarité, mais tu peux faire aussi complètement autre chose et justement aller un peu respirer en dehors de ton boulot parce que le boulot, bah, c'est prenant, quand tu es salarié et cetera, ça prend du temps et justement de faire un truc complètement différent, ça peut être génial parce que ça peut être un peu ta bulle de respiration et puis tu peux avoir hâte aussi d'y aller et puis ça peut aussi te motiver à te dire: «Attends, si je développe à fond, ce side business, bah, peut-être qu'un jour je pourrais quitter, mon job salarié et me concentrer alors, pas forcément à 100 sur ce job encore une fois, enfin sur ce side business parce que je disais, comme je disais, bah, c'est pas bon de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais au moins, en faire un vrai truc, et qui te permettra peut-être de créer un deuxième business, un troisième business, soit en même temps, soit après et cetera, tu vois? Mmh. Et encore une fois, dans le timing, tu penses que enfin, je sais que en fait, moi, j'ai appris qu'il fallait pivoter, en fait, pour que son business il fonctionne. Il fallait dire: «Bah, OK, j'ai essayé cette idée pendant un certain temps, ça ne fonctionne pas, il faut que j'essaie un peu un pas de côté, quoi». Ouais. Et est-ce que tu penses que dans un side project, il faut aussi, avoir cette flexibilité de pouvoir faire des pas de côté? Oui, je pense, oui. Alors c'est moins une nécessité parce que souvent le pivot dans la startup, il est un peu vital. C'est-à-dire que si tu fais pas ton pivot, bah, tu meurs parce que tu as plus de cash. Alors que dans un side business, ce qui est cool, c'est que tu peux prendre un peu plus ton temps généralement parce que c'est pas vital. Mais oui, évidemment, ça reste quand même une sorte de business, une activité. Et s'il y a un truc dans le business model qui marche pas, il faut forcément changer un truc. Il faut soit changer le marché, changer les clients, changer les pricing, changer le canal de distribution, changer le produit ou le service. Tu vois, en fait, tu peux changer plein de choses et faire des petits changements, incrémentaux et puis voir un peu ce qui se passe. Forcément, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va être moins risqué.
Mmh. Et d'ailleurs, moi, une question qui revient assez souvent, c'est aussi, OK, je me lance tout seul, mais comment je vais faire pour trouver un associé? En fait, peut-être il faudrait que, je patiente un petit peu avant d'en avoir trouvé un. Et moi, j'avoue que j'ai pas forcément de solution miracle. Quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est, «Ah, vous pouvez essayer de faire un kiss, marry, kill» et essayer de dire, si lui, tu le kisses, peut-être, ça peut être ton associé potentiel. Est-ce que toi, tu aurais une méthode un peu, pour trouver un Pour associé? trouver un associé, Ouais. c'est toujours une question difficile de trouver un associé parce que c'est comme un mariage. Il faut que le fit soit vraiment fort entre les 2 ou 3 personnes. Et puis surtout, quand tu rencontres une personne, tu la vois 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu la vois quoi? 1/2 heure, 1 heure, 2 heures à chaque fois. OK, c'est cool, mais c'est rien en fait. Parce que si tu vas passer après 10 ans de ta vie avec, c'est pas en 3 fois. Tu vois? Enfin, c'est rare qu'on se marie avec une personne qu'on a vue que 3 fois. Or, généralement, on s'associe avec une personne qu'on a vue peu de fois. Donc c'est ça qui est hyper difficile. Donc je dirais déjà d'éviter un peu les amis de longue date, etc. Et surtout, si vous avez les mêmes compétences, parce que si vous avez les mêmes compétences, vous allez vous marcher sur les pieds, forcément. Ensuite, je dirais, attention, parce que les side business, à mon avis, moi, t'es pas du tout obligé d'avoir des associés. Vraiment, je pense, side business, c'est très bien solo. Très bien solo founder, c'est pas obligé, mais je pense que c'est très bien parce que sinon ça va apporter de la complexité, tu vois. Est-ce que toi, le mardi soir, t'es dispo à 20 h, mais ton associé, il l'est pas, donc c'est compliqué, donc ça repousse à la semaine prochaine. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de contraintes. Donc, trouver un associé, oui, mais surtout pas à tout prix. Je pense qu'il faut envisager la piste solo et s'entourer de freelance, etc. Et si tu veux ou si tu as besoin absolument d'un associé, c'est tester de travailler ensemble pendant quelques semaines, quelques mois sans vous associer. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous avez la même vision du boulot? Est-ce que vous avez un peu les mêmes rythmes de travail? Est-ce que vous êtes compatibles tout simplement avant de vous associer vraiment? Parce que franchement, s'associer, c'est comme un mariage et c'est long et c'est coûteux. Et de divorcer professionnellement, c'est coûteux. Et également dans ce marin, j'ai à cœur de démystifier le processus de création. Toi, comment tu as lancé, Hyper Capital? Écoute, Hyper Capital et même tous mes business que j'ai lancés, Oui, généralement, c'est comme je disais, en fait, en fait, à chaque fois, c'est que je vois un besoin sur le marché. Heu, je parle à des gens, j'écoute les éventuels prospects clients, tu vois? Ce qu'ils me disent, leurs besoins, ce qu'ils ont vu du marché et cetera, et j'essaye de leur apporter une offre dont ils ont besoin. En l'occurrence, là, Hyper Capital, j'écoute, les investisseurs et les investisseurs me disent: en ce moment, on a besoin de plus de liquidité. On en a marre d'être, bloqué dans des boîtes pendant 10 ans et de pas pouvoir sortir, et donc je vais essayer de leur proposer des projets un peu plus, liquides, tu vois? Ou des projets, qui ont déjà validé leur business model et qui veulent dupliquer et cetera. Donc des projets un peu différents de ce que je faisais avant. Et ça, c'est un peu, pour tous les business que j'ai lancés, pareil, tu vois? Je vois une opportunité, un besoin, parce que je parle aux gens, j'écoute les gens, les prospects, les gens de l'écosystème. Je trouve qu'il y a un truc qui est pas bien fait, qui est pas efficient, et je me dis: «Attends, moi, je suis plutôt bon là-dessus, pourquoi je le ferais pas moi?» Tu vois? J'en ai besoin, je vois qu'il y a d'autres gens autour de moi qui en ont besoin, faisons-le moi-même, tu vois? C'est comme un peu, le fameux ikigai là, tu sais, où tu vas essayer de trouver, en quoi tu es bon, comment tu peux gagner de l'argent, comment les autres, te voient et cetera, et tu vas trouver un peu le truc qui est, au croisement de tout ça. très bien. Et donc en fait, c'est comme, un peu du private equity. En gros, un investisseur, il va investir pour un rendement, et il y aura des frais d'entrée, des frais de sortie ou? Tu parles de Hyper Capital? Ouais, d'Hyper Capital. Écoute, Hyper Capital pour l'instant, c'est surtout de l'intermédiation, c'est-à-dire des deals que j'apporte à, mon réseau d'investisseurs privés, des deals que je trouve intéressants, que je sélectionne, voilà. Et après effectivement, dans un deuxième temps, je recréerai peut-être un petit véhicule, et ce véhicule, je pense, investira dans plein de classes d'actifs différentes, très, très différentes, pas forcément que des startups, il y en aura un peu, mais il y aura aussi peut-être du fonds de fonds, ou peut-être des, opérations sur, des marchés un peu comme Polymarket, ces marchés de Paris et cetera, tu vois? Moi, en fait, il y a plein de choses qui m'intéressent, Mmh. et j'aimerais un peu mixer toutes ces approches, dans un seul véhicule. OK. Toujours d'une manière, sécurisée. Enfin, tu parlais de fonds, donc quand même quelque chose d'assez, solide. Ouais, en fait, l'idée, c'est toujours, dans l'investissement, de diversifier et de dire: «OK, il y a une partie risquée, il y a une partie plus sûre et certaine», et de mixer un peu les différentes classes d'actifs, quoi. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour, donner envie aux gens d'entreprendre, de dire, vous allez pas, c'est pas une période, où vous allez souffrir énormément, vous allez pouvoir réussir, en gros? Ouais,
Bah, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que, tu vois, on en parlait encore avec une amie là, hier, parce qu'elle va, tu vois, elle va sûrement se lancer et cetera. Je vois bien que, tu vois, pour elle, c'est un peu un saut dans l'inconnu qu'elle va faire, mais en fait, elle est très attirée aussi et ce qu'elle voit, c'est qu'elle a quitté son job et elle se rend compte que, donc elle a quitté il y a quelques mois et elle se rend compte qu'elle a plus envie de travailler pour d'autres. Elle a plus envie d'avoir, des horaires très contraints, très rigides. Elle a plus envie de cette rigidité. Elle a plus envie de cette perte de temps en réunion. Elle a plus envie de ces relations un peu difficiles parfois avec certains employés, collaborateurs, supérieurs, etc. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que il faut absolument tester cette liberté de créer un produit ou un service, le mettre sur le marché et trouver un premier client, parce qu'une fois que tu as goûté à ça, c'est tellement grisant qu'en fait, ça va te motiver à en faire d'autres, en faire d'autres, en faire d'autres, tu vois. Et normalement, tu t'arrêtes plus jamais après, tu reviens plus jamais en arrière. Sauf, tu vois, accident, enfin voilà. Mais en fait, c'est vraiment goûter à ce truc où t'es parti from scratch, comme on dit, donc de zéro. Il n'y avait rien qui existait. Tu as créé un truc, une offre. Il y a des gens qui ont été intéressés par cette offre et qui ont payé pour ça. Et ça, c'est juste un sentiment génial parce que tu te dis, je dépends de presque personne en réalité. Tu vois, tu dépends quoi en fait un peu de ton éducation, un peu de ce que tu as appris, un peu de l'écosystème, un peu des infrastructures, etc. Mais ça, c'est comme tout le monde. Mais en fait, à part ça, tu dépends de rien. Tu dépends de rien et c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux faire des gros mois avec des grosses activités et tu peux faire des mois où tu vas toucher zéro parce que bah, tu n'as pas trouvé de clients, tu as un peu ralenti le rythme, etc. Et c'est à toi un peu de juguler et d'aller vers ton autonomie et ton indépendance. Mais je trouve que en faisant ça, tu atteins l'indépendance dans ta vie professionnelle et personnelle et tu atteins un bon équilibre. Tu vois? Hmm. Et moi, c'est vrai que j'utilise énormément l'intelligence artificielle. Ouais. Tous les jours, en fait, ça m'a marqué parce que la dernière fois, j'ai mangé avec mes cousines et elles me disaient, mais Pierre, arrête de faire des demandes pour rien, ça gâche de l'eau, c'est inutile, etc. Et il y a même le pape qui a sorti un manifeste pour dire arrêtez d'utiliser utilisez moins à bon escient l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, tu penses que pour un entrepreneur, en fait, faut pas forcément bah, avoir toutes ces cas de conscience, plutôt se dire je vais y aller à fond. Bah, en fait, l'IA aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA serait une grave erreur, je pense, vu que la moitié de l'humanité est en train de l'utiliser, hein, tu vois. Non, enfin, en tout cas, un grand nombre de gens. Donc, forcément, si tu l'utilises pas, tu vas partir. C'est comme si tu courais un 100 mètres avec des chaussures en plomb, alors que les autres ont des chaussures légères, tu vois. Donc, je recommande évidemment de l'utiliser. Effectivement, de l'utiliser de manière plutôt efficiente pour automatiser le maximum de tâches, etc. et arriver à l'efficience la plus parfaite. Parce que, en fait, ce que tu veux faire quand tu crées un business, c'est, en fait, on a tous, encore une fois, le même temps. On a tous à peu près les mêmes ressources, sauf ceux qui se lancent avec énormément d'argent, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, on se lance tous avec un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, le même temps et à peu près les mêmes ressources. Et donc, en fait, ce qui est fou, c'est de voir 2 entrepreneurs, 3 entrepreneurs, 10 entrepreneurs qui se lancent la même date sur des secteurs d'activité différents, des métiers différents, ou même le même métier, qui vont arriver 10 ans après à une trajectoire complètement différente. C'est assez fascinant, ça. Et peut-être que celui ou celle qui aura utilisé l'IA, justement, aujourd'hui, dans 10 ans, il en sera 100 fois plus loin que les autres. Et en même temps, tu peux me dire 100 fois plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire 100 fois plus de chiffre d'affaires? Peut-être, mais peu importe. Peut-être que c'est pas ce que tu veux, tu vois. Mais en tout cas, peut-être qu'il aura été ou elle aurait été suffisamment efficiente pour arriver à son objectif qui est faire la plus grosse boîte du monde. Très bien. Ou bien avoir le plus de temps libre possible parce que tu as le plus automatisé de choses possible. Ou bien arriver à faire plein d'activités différentes, ou bien arriver à avoir un revenu minimal qui te permet de faire ta passion à côté, je sais pas, de la danse, du tennis, peu importe. Voilà. Et tout ça, je pense, l'IA peut beaucoup aider aujourd'hui. Donc, certes, ça consomme de l'énergie. De toute façon, je sais pas si tu as vu, mais tous les acteurs de l'IA sont en train de construire leur propre centrale nucléaire. Microsoft est en train de construire sa propre centrale nucléaire, les autres aussi. Donc, ça va être la bataille de l'énergie. On n'a pas le choix. Et, tu vois, c'est comme on est au début du XXe siècle. Est-ce qu'il faut utiliser les voitures thermiques versus les calèches? En fait, si tu restes avec ta calèche dans 20 ans, t'es quasiment mort, quoi. Donc, t'as pas le choix.
Donc j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de lancer leur side project et aussi d'aller à Café Geneviève parce que voilà, enfin je sais que tu as d'autres concepts de café également. Ouais, on a ouvert aussi le Café Pli, Ouais. qui est un café où vous pouvez venir écrire une belle carte postale qu'on vous distribue avec des beaux designs et tout ça. Et on a même la cire pour mettre sur l'enveloppe. Et ensuite, vous pouvez la mettre dans le jour que vous voulez sur le mur et on l'envoie le jour que vous voulez. Si par exemple c'est votre anniversaire le 20 juillet et que vous venez en janvier, vous mettez la carte ou la lettre, l'enveloppe dans la boîte 20 juillet et nous on la postera le 20 juillet. Et donc vous pouvez envoyer cette carte à vous-même ou à n'importe qui que vous voulez. Donc on vous poste votre carte postale dans le futur. Ouais, super inspiration pour lancer son side project. Allez tester et comme ça vous pourrez un peu comprendre comment ça fonctionne et puis essayer de trouver une idée qui s'en rapproche ou quelque chose de complètement différent. Et donc merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans En ce moment. Merci, salut. Salut.